soit le parti officiel ou officieuse, c'est un garanzo de jouer. Il demande à l'avocat ou il fait choix l'avocat, il impose. Et quand garanzo parle de la situation géopolitique, on ne peut pas le mettre à côté. Nous sommes dans l'obligation de travailler avec. Amjoni meshobashi nous tumejitukufu ni mambini kaya amani heli mjua wasi wanazuino komodilo mushino asi au premier plan arme et développement ya hitsi haki namina bukau na mjua ukaka 70% ya hizi administration za haki zilemwa nema rasofi sawabushi malorezima ya za mishi hawayo hapa mjua ukaka nsiku 75% wanazioni wakomori wauja waloja kumuhane c'est normal qu'il domine, que ce soit les administrations et secteur privé. Alors, dans les cas, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les origines de Kahanda. Tinahanda si wai hamsiwema les jawabu loyabo kama ka rejeo tiju habiri hadi administration au hangalia secteur zingine ndugu jo passer réponse. Chanel leo kaya zilaka tutosha. Haukari l'indépendance, mais toujours une éthique que j'ai développée. Zabari, je me pose la question et je vous pose aussi. En fait que le cas dans ce sens, c'est le jawab. Et si le secteur est malgré qu'il y ait une circulation, qu'il y ait des diplômes, il y a des experts, malheureusement, il y a touché à développer. Alors, nous allons positionner sur la île. Et il a démontré. Garjo le jawabu nyamjo nesani family ngari onao hawe situation boko bwire nawo iti makati yalo hawile nawe bwini makati yamu sobro nawe yanu ramisara mu de crise sanitaire ya COVID-19 enti hatu boko ngam dépendait 70% pour ne pas dire 100% de l'extérieur, que ce soit harmono za santé harmono za msomo harmono za shahula izo zontipia kwa jumadaye commerce borsona marché intérieur ya uso produits ndahindu chali dependence ntizabanze ngamona uze nabozajiri hata nyandani yono amaze media hata mbatsohole ketsu buhabo tiju latino ya la bimu na johe lewa ila kakatina terizo limansohole shanga sina joni mambo ndugu zinojina avunga mo invite ni tumo jitukufu rifikiriza ndogo hizo riangaliza ndogo rala bimu disome riwoneze besoin za hens singanzo mwindi engari ndio na ndombeni juzise masuala hayo afikiri disima hamishashi ensige to badili hatari na lazima kwa hizo l'exemple est agriculture le secteur milieu défaillant et pourtant le secteur clé yati kama ndio développer tika kasuna mendu hali kana ngasi olamnanzi yanti olamnanzi titelamnanzi wazisi wako kazi tufanyisha na mji wa Ntikuru Nanti ukonge na position géostratégique muhimu harimo canal de Mozambique harimo océan Indien. Que ce soit tourisme ou commerce, il y a un secteur de la Kabylie qui est primordial, qui est prioritairement vu notre position géographique et géostratégique. Ainsi à Atlantique, il y a un endroit où Carol Joseph Agnès, Carol Jokanaizi ni kunkuzanzo espace na wanada mu storage. Changa bweze kukonga jua rifanya, garjua kaya rizifanya, nsinge jua badilia. Afikiringa sina wajeni, sina ukamle haku, shamjonengesho bashi, mtume jitukufu. Nimwambia nuka ya Renikwa zevamanaza hisha mashinu, kasi na le mois de novembre au décembre. Avant novembre au décembre, on a l'envoi préparé ma vamana wadojina, wajiwajenge relève. Avant, ngani parole, mtume jitukufu, jipare son tipia, refikiriye shama, fikirukaya, emezimisha shilabaki shayabu, Charles Schmitt fait des panneaux, même si ce n'est pas très satisfaisant, si on a quand même une maison, comme il y a des circonstances, des crises. Je rappelle les autres tâches, avant de bon, Valina Mezimichachi, j'ai voté sa zéboula et commission électorale, ça y est, un code électoral. En fait, les gens publiés, avant que je dise Kufu, je prépare une demande de Vamazine, na umwambia nikayasima Vamana, nilikuwa za Vamanazini. Karno sana tibani bali jinsi bamana abuga mwamdeluka mimi na imaban leo ni equipe yangu gari jo préparer candidature ya he bureau sortant gari parao ni préparer zahani minimum kana makandida wala dawu wakati jo ni sokaya wanachama wana mahaba nisha mashahada faktu shirati
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba Mendy, Raïs, Wahel et Chamamdad de la SECOM. Merci beaucoup à vous, cher président, notre cher président au surnom élogieux de Vladimir Poutine. Nous vous remercions de cette intervention, de ce mot d'ordre. Sans plus tarder, comme nous vous l'avions prédit ou prévenu, nous avons deux invités de marque venant de l'ambassade russe à Madagascar, qui sont d'abord le deuxième secrétaire qui s'appelle Dimitri Betsina, qui est donc juste à côté. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci de votre présence, monsieur le deuxième secrétaire. Et nous avons aussi notre cher troisième secrétaire, qui est aussi la porte-parole et l'attachée de presse de l'ambassade russe, Madame Ekaterina Fedorova. Nous n'allons pas tarder, nous n'allons pas prendre et monopoliser la parole. Comme vous savez, nous leur avons invité pour intervenir sur la situation géopolitique mondiale et surtout sur ce que nous, étudiants comoriens, pouvons avoir en étant partenaires avec la Russie ou en allant en Russie, ou comment faire pour y aller, ou comment faire pour étudier là-bas, tout un tas de choses que nous pouvons avoir ou bien bénéficier en étant en étroite collaboration avec l'ambassade russe. Donc sans perdre du temps, je vais passer la parole directement à Madame la troisième secrétaire, l'attachée de presse, porte-parole de l'ambassade russe, Madame Ekaterina Fedorova. À vous la parole. Demander à mon père, il est à la maison. Okay. Merci, monsieur le modérateur, de nous accueillir. Donc, merci à toute l'association des étudiants comoriens de nous accueillir aussi aujourd'hui dans vos murs. Nous sommes honorés de votre intérêt de connaître la politique russe, connaître notre vision de choses qui se passent maintenant dans tout le monde. Nous vous remercions. C'est très important pour nous de vous rencontrer personnellement, de parler de ce sujet, parce qu'il faut constater que les Occidentaux mènent propagande anti-russe, mènent campagne anti-russe, désinformation. Il y a vraiment une guerre d'information, on peut le dire, parce que les sources d'information russes sont éliminées dans toutes les plateformes. Les médias russes ne peuvent pas donc faire les transmissions en français, en Allemagne. Je vous donne un exemple ici même à Madagascar. Donc, vous savez que l'opération militaire russe a commencé le 24 février. Et donc, son Excellence, M. Vladimir Poutine, a fait un discours à ce propos où il a expliqué toutes les raisons, tout ce qui concerne pourquoi la Russie mène cette opération militaire. Parce qu'il y a des raisons qui viennent il y a 31, il y a 8 ans, et de ça, nous allons parler aujourd'hui. Mais donc, je vous donne un exemple. Nous, comme ambassade, notre fonction est faire transmettre ce message, faire transmettre ce discours dans toutes les plateformes, dans les médias, parmi les différentes associations donc, de Madagascar et de Comores, parce que nous sommes aussi ambassade pour les Comores. Et donc moi, je contacte comme attaché de presse l'un des chefs, donc directeur de publication dans des journaux ici à Madagascar. Donc si vous voulez faire transmettre ce discours, le publier, quelques parties, etc. Il dit oui, bien sûr, je ferai le meilleur effort pour le faire. C'est la conversation. Et après, donc, elle me parle que malheureusement, on n'a pas réussi à le faire parce que le propriétaire du journal où donc, cette personne travaille, il a nationalité française. Et donc, dans son journal, cette personne donc, ne veut pas donner la voix à russe. Et donc, c'est ça la situation que nous voudrions parler, nous voudrions expliquer notre point de vue, mais nous sommes éliminés de toutes les plateformes. Je vous donne l'autre exemple, c'est notre page de Facebook. Nous sommes donc, l'algorithme de Facebook ne permet pas d'obtenir, je dirais, milliers de
démonstration parce qu'avant, le maximum c'était 5000 personnes ont vu la publication de l'ambassade. Maintenant, ce n'est que de 3000 et donc il y avait donc message de l'administration de Facebook. Donc maintenant, vous avez l'invitation pour projeter vos messages, projeter vos publications. C'est une chose aussi. Et l'autre est que même si vous tapez quelque chose en Google, par exemple, comme j'ai déjà dit, c'est presque impossible maintenant de trouver les informations en français qui proviennent de côté russe, mais c'est aussi presque impossible de le trouver même en russe. Parce que moi, par exemple, je tape discours du ministre de telle date, je le fais en russe, et il n'est que médias occidentaux qui donc font apparaître là-bas, qu'on cherche. Donc même on ne peut pas trouver les médias russes à Google, donc si vous les tapez en russe. Et donc c'est quelque chose à penser parce que oui, c'est ça l'actualité maintenant. Et donc aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, nous allons parler de la crise, de ses origines, ses raisons pour lesquelles la Russie mène aujourd'hui cette opération militaire. Mais surtout, j'aimerais partager l'information pour que vous pouvez y réfléchir et tirer votre propre conclusion, que vous avez votre jugement sur ce qui se passe. Donc, comme nous avons déjà présenté, nous sommes donc deuxième et troisième secrétaire. Moi, je suis attachée de presse et mon collègue est donc diplomate qui mène aussi les questions politiques de l'ambassade. Je sais qu'aujourd'hui nous avons différents jeunes comoriens de différentes professions, de différentes formations professionnelles. Peut-être quelques de vous connaissent mieux l'histoire mondiale, politique mondiale, mais pour commencer de parler de ce qui se passe maintenant, il faut revenir à l'époque, il y a plus que 80 ans maintenant, il faut revenir donc au fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que vous connaissez que c'était l'Union soviétique qui a réussi donc de battre l'Allemagne nazie. Donc avant, avec l'invasion des Allemands en Russe, ils ont venu presque vers Moscou, mais c'était l'Union soviétique, pas les pays européens qui ont réussi de conquérir cette nazie et venir de Moscou jusqu'à Berlin par pied. C'était les soldats de l'Union soviétique, c'était les soldats qui ont libéré son pays et aussi tous les pays de l'Europe qui ont été donc en train de, on était conquis avant par l'Allemagne et donc ils ont été libérés par les soldats soviétiques. Donc la guerre mondiale a fini en 1945. Et après, donc, je parle ça comme ça, donc tout le monde occidental, je dirais plutôt, ont commencé d'avoir peur de l'Union soviétique parce que c'est un pays qui a subi, donc imaginez-vous, 27 millions de pertes humaines. C'était les militaires, c'était les citoyens russes qui ont été tués pendant la guerre. Et même comme ça, l'Union soviétique a réussi de gagner à l'Allemagne, de faire disparaître le nazisme. Et donc, maintenant, les pays occidentaux ont commencé donc d'avoir peur de l'Union soviétique parce qu'on a vraiment aperçu que c'est un pays qui peut faire face à n'importe quelle circonstance. Et comme ça, en 1948, premièrement, c'était Grande-Bretagne avec quelques pays de l'Europe qui ont formé l'OTAN. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'OTAN, c'était bloc de défense collective. Donc, ça a été formé en 1948 avec Bretagne et quelques pays en Europe. Après, ils rejoignent Canada, les États-Unis. Et donc, l'Union soviétique, on comprend qu'il y a peur de l'Union soviétique. Ici, de l'autre côté, il n'y a plus de puissance. Il y a les États-Unis qui n'ont pas été touchés du tout de cette guerre, qui ont donc grande puissance. Ils peuvent vraiment aller contre l'Union soviétique et les autres parce qu'ils juste ont peur
de l'Union soviétique. Et comme ça, on forme les pactes de Varsovie. Vous pouvez voir une image, c'est donc image de 1990. C'est plutôt petit peut-être, mais donc à gauche c'est OTAN, à droite c'est pacte de Varsovie. C'était comme ça. Donc, oui. Et maintenant, donc existe l'Union soviétique, tout comme ça. Et il y avait guerre froide, il y avait donc on dit que c'était concours de désarmement, on peut dire. Mais en 1991, l'Union soviétique effondre. Et donc, il n'y a pas plus donc, vous voyez, maintenant, ce n'est que Russie, à gauche, à droite. Et donc, pacte de Versailles a saisi d'exister. Donc, il n'existe plus. Mais l'OTAN existe toujours. C'est intéressant. Donc, il n'y a pas à droite, maintenant, il n'y a qu'un pays et il n'y a pas qu'un bloc. Mais OTAN a continué d'exister et surtout, OTAN a continué d'expandre vers l'Est. Maintenant, tous les pays qui ont fait avant les parties de pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN. Et donc, mais en même temps que l'OTAN dit à la Russie que non, nous n'avons pas envie de expandre cette alliance, donc notre alliance est seulement défensive. Mais ça se passe pas en pas. Tous les pays qui ont été avant à lieu donc à côté de pacte de Varsovie, à côté de l'Union soviétique, ils rejoignent l'OTAN. Et ça prend donc 20 ans pour faire ça. Donc pour voir les différences, ce qui était avant et ce qui est devenu maintenant. Comment tous les pays européens, Bulgarie, Roumanie, ils rejoignent l'OTAN. En même temps, donc nous avons parlé de ça, de ce qui se passait globalement en Europe. Et si on revient en 1991, donc l'Union soviétique a compris différents partis, différentes républiques, donc dans ses frontières. C'était Russie, c'était l'Ukraine, c'était Biélorussie, Tadjikistan, Azerbaïdjan et quelques d'autres. Vous peut-être ne connaissez pas, celle-ci vous ne connaissez pas, je crois. Mais donc, depuis ça, de 1991, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, ils cherchent comment donc faire tous ces pays. Nous avons déjà vu que plusieurs pays ont rejoint l'OTAN, mais eux aussi donc cherchent de faire convertir ces ex-républiques de l'Union soviétique, de l'espace, disons, pro-européenne, pro-occidentale, pro-OTAN. Et en 2013, l'Ukraine a commencé de chercher un partenariat très proche avec l'Union européenne. Ils en étaient en conversation, donc ça a prévu quelques bénéfices pour le commerce, quelques bénéfices pour le voyage sans visa, etc. Mais pendant tout ce temps, depuis l'effondrement de l'URSS, il y avait une très forte coopération commerciale, politique, humanitaire entre deux pays, Ukraine et Russie, parce qu'ils en étaient les parties du même pays avant. Oui, et donc après, l'Ukraine étudie cette proposition de l'Union européenne et comprend que maintenant, cela serait difficile de garder les deux partenariats avec Russie et l'Union européenne sur les mêmes termes. Donc il faut réétudier ces termes, changer quelque chose pour que les deux peuvent marcher. Il y a vraiment un grand commerce avec Russie, mais elle veut tirer bénéfice avec l'Européenne aussi. Donc l'Ukraine dit à l'Union européenne que nous voudrions prendre une pause, nous voudrions réétudier les situations et revenir à négociation. Et cela provoque une grande colère de la population en Ukraine. Bien sûr, on peut comprendre les soucis de l'Ukrainien qui il voulait faire la partie de l'Europe, mais aussi, comme vous peut-être pouvez comprendre, que les gens ne s'organisent pas eux-mêmes. Donc, nous allons parler de ça plus tard.
on peut constater qu'il y a l'influence européenne, l'influence américaine, pour que les gens donc protestent si fortement. Oui, parce que les protestations, il y avait des personnes qui ont été mortes, des personnes qui ont été tuées entre eux, parce que donc ça a vraiment fait une bataille entre les, donc disons, personnes pro-européennes et non pro-européennes au sein de l'Ukraine. Mais donc en 2013 commencent les protestations. L'opposition donc fait très forte démarche. Donc c'est bien connu. Et le 21 février, comme vous voyez, il y avait un accord entre le pouvoir donc ukrainien et l'opposition. Ils ont convenu que le gouvernement actuel va démissionner, il y aura des élections, comme ça demande la Constitution, et les ministres des Affaires étrangères européennes ont donc signé ce pacte, donc en garantissant que cela sera le plan. Cela va marcher comme ça, donc tout est prévu, tout est donc légitime, tout est d'après la Constitution et toutes les procédures de loi. Mais le lendemain, le 20 février, il y a coup d'État en Ukraine, donc le lendemain de cet pacte, parce que à Parlement ukrainien, donc c'est pas le président du Parlement, le Parlement fait démissionner le président actuel, il élu un nouveau président. Ce nouveau président déclare que donc Monsieur le Président, il donc n'est pas réussi à faire son meilleur effort. Il doit démissionner. Mais c'est pas comme ça comme la Constitution marche en Ukraine. Ce n'est pas la procédure légitime, ce n'est pas la procédure donc légale d'après les Ukrainiens. Oui. Et donc c'était coup d'État. Et vous pouvez voir, je vais lire ça aussi, qu'est-ce que dit politologue américain sur ce qui passait ces jours. C'est donc monsieur Robert Friedman, je crois, oui. Donc, les États-Unis étaient intéressés à former un gouvernement pro-occidental en Ukraine. Ils ont vu que la Russie s'est développée et montée. Et les États-Unis ont cherché à l'empêcher de consolider ses positions dans l'espace post-soviétique. Le succès des forces pro-occidentales en Ukraine permettrait de contenir la Russie. La Russie qualifie les événements de début de l'année du coup d'État organisé par les États-Unis. C'était vraiment le coup d'État le plus manifeste de l'histoire. Friedman a noté, les États-Unis ont ouvertement soutenu divers groupes en Ukraine, y compris avec de l'argent. Et l'autre, Paul Roberts. Cela ne signifie pas que les Ukrainiens n'ont pas de véritable revendication justifiée. Cependant, il est clair que tout cela est prévu pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne et l'OTAN à l'avenir, car l'objectif principal des États-Unis est d'implanter ses propres bases militaires sur son territoire, à côté de la frontière russe. Donc, je parlais déjà qu'il y avait un coup d'État, mais les choses les plus impactantes se passent après ce coup d'État, parce que les forces qui sont venues au pouvoir sont les forces nationalistes, sont anti-russes. Presque il dit que tout russe, ce n'est pas pour nous. Les Russes, oui, ils demandent les Russes ethniques de partir de la Crimée. Et surtout, il faut dire qu'en Ukraine, il y a vraiment une forte population d'ethniques russes, des gens qui parlent la langue russe, qui font les études à l'école en langue russe. Et dire ça, c'est presque dire à ses propres, et c'est ça vraiment, c'est dire à ses citoyens qu'il faut partir donc de son pays. Les autorités de Crimée ont été peut-être les plus fiers, donc ils ont le plus courageux, et donc ils mènent un référendum pour rejoindre la Russie. Donc ils votent et la Russie les accepte comme la région nouvelle de la Russie.
c'est pour la Crimée, parce que donc, comme j'ai déjà dit, ils ont exigé que les Russes doivent soit partir, soit tuer en Crimée, parce que les Crimées ne doivent avoir les citoyens ethniques russes, les gens qui parlent la langue russe. C'était en région, vous pouvez voir, c'est en bas, oui. Il faut aussi souligner qu'historiquement, Crimée c'était une ethnie russe, et donc la majorité de la population de Crimée est, je crois que 80% ou quelque chose comme ça, ce sont ethniques russes. Mais aussi, il y avait autre région, c'est la région de Donbass, qui n'ont donc on n'a pas fait ce référendum pour joindre la Russie, mais ils ont déclaré leur désaccord avec ce qui se passe, parce que vraiment on a commencé poursuite des ethniques russes. On a voulu interdire la langue russe comme un des langues officielles qui utilise, comme j'ai déjà dit, grand pourcentage de population. Donc, ils demandaient autonomie au sein de l'Ukraine. Donc, ils ont demandé que nous, comme région qui a cette particularité, d'ethnicité, nous devons avoir quelques droits supplémentaires pour garantir que nos enfants peuvent faire les études en russe, que nous pouvons aussi utiliser la langue russe, et donc aussi demander juste quelques privilèges au sein de l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a pas réagi. Oui, l'Ukraine n'a pas réagi et elle commence hostilité contre ses propres régions. Donc, maintenant, ici, c'est mentionné qu'il y a un film. C'est une journaliste française. Elle s'appelle Laure Bonnel et elle a fait un film. Nous allons voir, je crois, environ 3 minutes de ce film. Et là, vous allez voir ce que dit le président de l'époque, c'est le président de l'Ukraine. Et donc, il parle des actions que va prendre le pouvoir central contre ses propres populations de Donbass, qui juste n'est pas d'accord avec ce coup d'État, qui n'est pas d'accord avec politique contre l'ethnie russe, qui sont la majorité de cette région. Oui. Mais je vraiment veux que vous voyez ce que... Donc, ce n'est pas les mots, seulement mes mots, c'est ce qui vraiment s'est passé à Donbass, en Ukraine, pendant 8 ans, depuis 2014 jusqu'à 2022, où la Russie a commencé cette opération spéciale militaire. Juste un instant, il y a quelques particularités techniques. Machine. Bien sûr, c'est soit vu. Bien sûr, c'est ça, tu dérange les pas. C'est bon. Il y a le son qui va accompagner la vidéo. Oui, oui. Donc c'est le président qui parle de ce qu'ils vont faire pour les citoyens de Donbass, le pouvoir central. І так, і саме так ми виграємо цю війну.
Квартира оставаться, но небезопасно. Сатани работает, разминируешь, знаешь, оно раз на раз не приходится, везде снег, это сейчас подстраивает. Вот и повезет. Nous allons encore revoir le début de cette vidéo où le président ukrainien à l'époque parle de ce que vont faire la population de Donbass. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Donc c'est juste 3 minutes de cette vidéo, de ce film. À YouTube, vous pouvez le chercher. Il y a version complète, ça presque 1 heure, je crois. Et donc ici, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est le bombardement par le pouvoir central de ses propres régions. Comme vous pouvez voir, il utilise les armements lourds qui donc sont destinés pour réussir contre les cibles militaires, contre les armements, pas contre les maisons des gens, pas contre les magasins donc au coin de votre maison ou de la maison résidentielle. C'est ça que décidait faire le pouvoir central pour changer cette situation, pour aider aux habitants de cette région de Donbass. La Russie a initié les négociations avec les pays européens, c'était aussi Allemagne, France. Donc, comme intermédiaire, Russie et ces pays ont donc demandé à l'Ukraine d'établir la paix dans cette région, dans ces régions. Donc, on a fait les accords de Minsk qui ont été après approuvés par l'ONU, par l'Assemblée générale de l'ONU. Et ces accords ont prévu que l'Ukraine va saisir ses hostilités militaires contre la population de ces régions, l'Ukraine donnera autonomie de ces régions, donc tout va être bien. Mais donc c'était 2016 où a fait les accords de Minsk, mais pendant 6 ans, rien ne s'est passé. Donc ils ont continué de faire ces bombardements. On estime qu'il y avait 13 000 personnes, 13 000 civils qui ont été tués dans les bombardements comme ça que nous avons déjà vu pendant ces 8 ans. Donc les accords de Minsk étaient en 2016, rien ne s'est passé pour ces 6 ans, donc jusqu'en 2022. Comme ça, la Russie a compris que rien ne changera pas. Aujourd'hui, maintenant nous avons parlé de l'Ukraine. Il faut aussi revenir de ce que nous avons parlé avant, avec le temps, pour le temps. Parce que vous voyez comment le bloc d'État approche vers l'Est, approche à Russie.
L'année dernière, donc l'Ukraine commence de parler donc d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il faut aussi dire que pendant ces 8 ans, les armes, comme vous avez déjà vu, qu'on était utilisées, ont été fournies par l'OTAN. Ont été utilisées contre les populations de Donbass. Les systèmes de contrôle de troupes ukrainiens ont été intégrés à celui de l'OTAN. L'année dernière, le président ukrainien a dit que c'est très mal que l'Ukraine n'ait pas gardé les armes nucléaires. Si nous avons eu les armes nucléaires maintenant, cela sera plus facile d'établir notre ordre de choses, y compris à Donbass. À cet égard, en décembre de 2021, avec toutes ces conversations d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, Russie propose à l'OTAN d'établir un accord écrit qui a obligation juridique pour sécurité en Europe, garantir que l'Ukraine ne va pas faire la partie de l'OTAN, donc garantir la sécurité en Europe, un pays ne peut pas renforcer sa sécurité en faisant l'autre pays moins pas. Et donc en février, avant le 24 février, où la Russie a commencé sa opération militaire, notre service de renseignement a constaté que à la frontière du pouvoir central de l'Ukraine, le pouvoir de Donbass, de le côté ukrainienne, il y avait 120 000 soldats, 120 000 militaires. Donc c'était clair que l'Ukraine a préparé pour venir dans ces régions qui n'étaient pas d'accord avec sa politique pour les faire battre militairement, mais ce sont les civils qui vivent là-bas, c'est pas la région de base militaire. Vous avez déjà vu une image, ils ont voulu vraiment venir là-bas, soumettre la population. Et autre chose à dire est que après c'était aussi prouvé, il y avait des documents qu'après le Donbass, l'autre but de ce projet militaire de l'Ukraine était Crimée, parce que en 2014, où la Crimée a voté pour joindre la Russie, l'Ukraine ne le considère comme la vote légitime de population. Il considère que la Russie a occupé ce territoire, donc il considère jusqu'à aujourd'hui la Crimée comme son territoire, et il est vraiment pouvait venir à Crimée pour aussi le faire revenir en Ukraine, même que ce n'est pas la volonté de cette région. Aussi une chose dire, je l'ai mentionné au début, il y a différents modes à voir les choses. Aujourd'hui, mon but est d'exprimer notre point de vue et à vous de prendre la décision, faire votre propre jugement de ce qui est correct et pas correct. Le Crimée serait, si la Russie n'a pas commencé cette opération, la Crimée pourrait être une nouvelle cible de cette intervention de l'Ukraine qui ont préparé. Mais pour empêcher ces projets, nous avons pris la décision de commencer cette opération pour faire l'Ukraine, premièrement pour protéger la population de Donbass, d'empêcher l'Ukraine de les bombarder encore, et pour aussi garantir la sécurité de Russie, parce que vraiment, même que l'Ukraine n'a pas rejoigné l'OTAN, maintenant il y a des livraisons d'armes ici dans l'image vous pouvez voir que aujourd'hui des millions de dollars sont dépensés par les États-Unis premièrement et aussi par l'autre pays d'OTAN pour fournir les armes lourdes à l'Ukraine.
Et ces armes, parfois, n'utilisent pas contre les militaires russes, mais contre les populations de ses propres régions. Parce que, on peut le voir dans l'image, mais malheureusement pas souvent, parce que l'Occident ne le fait pas. On a mentionné aujourd'hui, Monsieur le Président a mentionné qu'il y a des sanctions anti-russes, mais si on analyse comment marchent les sanctions, on peut voir que les sanctions de bénéfice n'est que les États-Unis, parce que l'Europe maintenant subit l'inflation, les grandes conséquences, les prix élevés pour le gaz, pour l'imitation et tout ça. Et ça bénéfice n'est que les États-Unis parce qu'ils ont dit donc, vous ne pouvez pas acheter de la Russie, mais vous pouvez acheter chez nous. Et chez nous, c'est plus donc, cher. Mais vous ne pouvez pas acheter. Oui, et c'est pour ça que je dis que les États-Unis vraiment dominent les décisions qui sont prises au sein de l'Europe parce que les décisions qui fait l'Union européenne ne bénéficient pas les populations européennes. Donc même l'opposition en Europe le dit que donc le gouvernement actuel, les dirigeants de l'Union européenne et les dirigeants des pays européens eux-mêmes font ce qui ne bénéficient pas notre population. Comment on fait ça que ne bénéficie pas cette population? Donc les fonctions, le but du gouvernement est faire la meilleure vie à ces populations. Ils ne le font pas. Et c'est comme ça qu'on peut tirer la conclusion que je veux parler aussi d'autres sujets. Pour les négociations de paix entre Ukraine et Russie, les premiers jours que nous avons commencé l'opération militaire, nous avons dit que nous sommes prêts à négocier avec les parties ukrainiennes et ces négociations sont démarrées. Il y avait plusieurs rondes de négociations et donc le final des négociations était tel que l'Ukraine a proposé quelques modalités qui lui conviennent. Nous avons dit d'accord, nous allons l'étudier, nous l'avons fait dans un document et après l'Ukraine a décidé donc non, maintenant ça ne va pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce que avant ils ont dit oui, ils ont proposé ces conditions et après ils ont retraite des conditions qu'eux-mêmes ont proposées. Et cela veut dire que mais c'est évident que la décision de continuer les hostilités provient de quelque d'autre, de ce supérieur des États-Unis ou de l'OTAN. On peut donc chercher le nom correct de ça, mais c'est évident que la guerre ne bénéficie pas ni la Russie ni l'Ukraine, mais ça bénéficie les États-Unis parce que cela permet aux Occidents, aux États-Unis premièrement, je dirais, d'établir la Russie de point militaire, économique et politique. Donc, économique, vous connaissez les sanctions que nous subissons aujourd'hui, que les produits russes ne peuvent pas être livrés, différents points de monde ne peuvent pas transporter, les navires russes ne peuvent pas venir en Europe pour faire une escale, etc. Politiquement, c'est que vous maintenant, vous peut-être comprenez que ceux qui parlent dans la presse occidentale, ça commence en février de cette année. Et donc, c'est image que le 24 février, Russie, tout à coup, donc, a attaqué un pays voisin, un pays petit, un pays plus faible. Mais comme j'ai déjà expliqué, c'est pas du tout comme ça. Il y avait guerre civile contre ces populations pendant 8 ans. Il y avait aussi donc envie de l'OTAN de faire tous les pays aux côtés de la Russie, donc faire la partie de l'OTAN. Personne parle de la grande image de ce qui se passe. Donc l'Occident prend seulement 2 faits et donc vous fait tirer la conclusion, vous fait parvenir au jugement que Russie, quelqu'un qui veut occuper toute l'Europe, tout le monde, qui veut faire du mal, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est cette image politique que nous faisons maintenant. On nous fait partir de différentes organisations internationales. Donc on fait tout vraiment pour que la voix russe n'est pas visible sur la scène internationale,
sur différents coins du monde, je dirais. Et militaire, bien sûr, parce que il y a perte humaine de la côté russe. Ce sont les amis de moi et donc de mon collègue qui sont maintenant militaires, qui doivent protéger les valeurs que notre patrie partage avec ces pays des amis comme Comores aussi. Donc surtout ces pertes humaines qu'il y a toujours dans ce cas, mais aussi donc potentialité militaire parce que bien sûr pour confectionner les armes, c'est prendre de l'argent, c'est aussi une ressource que Russie perd dans ce cas. Oui, et l'autre, je dirais, but des États-Unis, on peut le faire comprendre aussi que le but des États-Unis est de détacher l'économie européenne de Russie et les rattacher aux économies des États-Unis. Je vous donne un exemple, vous peut-être connaissez ou pas, que gazoduc russe, on fait sabotage. La Russie est connue pour le fait que nous faisons grande livraison de gaz en Europe. Après, ce gaz est utilisé pour faire l'énergie. Et avec cette énergie, l'Europe, donc, bien sûr, il y a besoin de l'énergie pour la population, mais surtout pour la industrie. Donc, les usines qui font des voitures, différents équipements, donc, ils marchent avec cette énergie qui provient de la Russie. Et maintenant qu'il y a moins d'énergie, il y aura moins de production européenne. Et ça donc va établir la portion de marché européen dans le monde. Disons, l'année dernière, l'Union européenne a produit 100 000 voitures pour les faire exporter dans le monde. Maintenant, disons, ils vont faire que 60% de ça. Et donc, mais la demande pour ces voitures, donc, c'est toujours là. Et maintenant, cette portion va répondre les États-Unis, peut-être, ou Chine, on ne sait pas. Mais donc, ces pas qui font les États-Unis montrent vraiment qu'ils vont faire l'économie européenne dépendante de l'économie américaine et pas donc proche de l'économie russe. Oui, le dernier, c'est que j'ai parlé aujourd'hui de l'image donc plutôt européenne, pas européenne, ça concerne tout le monde vraiment, mais aussi si on parle de l'image encore plus grande, on peut dire que ce qui se passe maintenant, ce qui fait l'Occident, c'est garder, je dirais, primordial la position occidentale dans tout, garder leur politique comme une seule option à suivre. Vous peut-être connaissez déjà que donc il y a grande pression sur tous les pays en développement du monde de faire voter contre la Russie, par exemple, au sein de Nations Unies, donc d'introduire les sanctions anti-russes, de ne pas acheter les produits russes. Et tout ça, ça donc donne un mot seulement aux Occidentaux, parce qu'ils ne laissent pas autre voie que travailler avec l'Occident. Et je crois que les Comores et Madagascar, donc comme les pays qui ont vécu cette période difficile de colonialisation, ils ont déjà c'est que ce qui signifie travailler étroitement avec les Occidents. C'est pas du tout peut-être la partenariat gagnant-gagnant. C'est voilà, donc j'aime votre réaction dans la salle. Et aujourd'hui, bien sûr, les pays sont souverains, mais grande pression est faite pour que les choix des pays en développement soient dépendants des grands Occidents, donc des États-Unis, de France, ça varie, mais donc toutes les actions montrent que ils veulent que les États en développement suivent toujours leur ligne de politique.
suivent toujours les partenariats qui sont bénéfices à eux, pas au bénéfice d'un pays en développement ou son peuple. Et c'est ça peut-être que je peux vous dire aujourd'hui. C'est pas ça. Il y a encore, c'est... avant, je parlais de comment nous le voyons, mais c'est pas seulement nos mots. Ici, c'est politologue américain, mais je veux lire ce qu'il a dit. Premièrement, les États-Unis portent responsabilité principale de l'émergence de la crise ukrainienne. Cela ne nie pas que Poutine a lancé une opération spéciale en Ukraine et il est également responsable des actions que les Russes y mènent. Mais cela ne nie pas que non plus les alliés, donc disons Occident, portent également une certaine part de responsabilité pour l'Ukraine, bien que dans la grande majorité, ils suivent simplement, aveuglément, Amérique dans ce conflit. Ma principale affirmation est que les États-Unis ont poursuivi et poursuivent une politique envers l'Ukraine que Poutine et d'autres dirigeants russes considèrent comme une menace existentielle pour la Russie. Ils l'ont répété à plusieurs reprises au fil des ans. Je fais surtout référence à l'obsession américaine d'entraîner l'Ukraine dans le temps et d'en faire un bestillon de l'Occident à la frontière avec la Russie. L'administration Biden n'a pas voulu éliminer cette menace avec l'aide de la diplomatie et en a confirmé en 2021. Je vous dis que donc autant rejeter la demande de Russie parvenir aux accords concernant la sécurité en Europe. Poutine a répondu par une opération militaire spéciale en Ukraine qui a débuté le 24 février de cette année. Deuxièmement, l'administration Biden a réagi au début de l'opération spéciale en doublant pratiquement ses efforts anti-russes. Washington et ses alliés occidentaux sont déterminés à obtenir la défaite de la Russie en Ukraine et appliquer toutes les sanctions possibles pour affaiblir considérablement la puissance russe. Les États-Unis ne sont pas sérieusement intéressés à trouver une solution diplomatique à conflit, comme je vous ai déjà dit, parce que le principe de guerre lui bénéficie. Ce qui signifie que la guerre risque d'éterniser pendant des mois, voire des années. Dans le même temps, l'Ukraine, qui a déjà terriblement souffert, sera encore plus endommagée. En fait, les États-Unis aident l'Ukraine à suivre la fausse voie des victoires imaginaires, conduisant en fait le pays à l'effondrement complet. En outre, il existe également un danger d'une nouvelle escalade du conflit ukrainien, puisque l'OTAN pourrait y être impliqué. Merci. Donc, c'est ça peut-être que je veux dire de la crise ukrainienne, de ce qui se passe au monde, comment nous le voyons. J'aimerais porter la voix donc, de la côté russe à votre connaissance pour que vous puissiez avoir une grande image mondiale et tirer vos propres conclusions. Donc c'est pour cette section. Aussi, j'aimerais dire quelques mots sur la coopération russo-comorienne. Nous sommes des pays amis, donc cela sera toujours comme ça. Les Comores sont un pays qui a soutenu Russie à plusieurs reprises dans la scène internationale, dans les votes de l'ONU, pour faire aussi donc limiter la propagation des armes chimiques et prendre d'autres décisions importantes pour la communauté mondiale. Donc c'est toujours poursuit notre coopération dans l'ONU, dans l'autre plateforme internationale. Aussi, si on parle de coopération bilatérale, malheureusement, à cause de pandémie, et maintenant c'est à cause de l'existence pas de vol direct à Comores, nous sommes donc limités de faire voyage à Comores, mais nous sommes toujours en train de voir comment donc l'ambassadeur encore peut visiter les Comores,
parce que donc il était à Comores l'année dernière et cette année il n'a pas encore l'occasion de visiter les Comores, mais j'espère que ça va donc venir dans les prochains mois. Bien sûr, peut-être la coopération économique n'est pas si forte avec la Russie maintenant, mais nous espérons que ça va changer parce que maintenant nous avons une image claire que la Russie et l'Europe ils ne sont pas des amis et donc nous avons eu la confirmation de ça. Maintenant Russie va chercher plus forte coopération avec tous les pays dans tout le monde qui sont prêts de coopérer avec la Russie, qui comprennent donc ses valeurs, qui comprennent sa ligne politique, qui comprennent sa envie de aider à tout le monde de voir un monde multipolaire où chaque pays peut exercer sa souveraineté, exercer donc sa volonté de développement. Et je suis sûre que donc, surtout pays africains et Comores, Madagascar vont faire partie de cette, je dirais, nouvelle trajectoire de relations économiques. Mais c'est encore à venir et comme ça, je vous invite aussi parce que je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs russes, entrepreneurs comores qui vont peut-être faire le commerce avec aussi. Je vous invite d'étudier le marché russe, de voir peut-être ce que vous personnellement voulez faire avec la Russie. Du point de vue information, l'ambassade est toujours prête de vous soutenir. Vous êtes donc les gens de Comores, c'est vous qui, donc le futur de votre pays, et comme moi et mon collègue aussi, nous sommes le futur de notre pays. Je vous invite donc de faire quelque chose vous-même, si vous avez envie de le faire, soit entrepreneuriat, soit les affaires, soit donc point de vue scientifique, si vous avez envie de coopérer, nous sommes toujours là pour soutenir ça de points d'information. Et comme j'ai déjà dit, politiquement, Russie maintenant a encore envie de coopérer plus fortement avec les pays africains. Surtout l'année prochaine, en juillet, nous envisageons faire sommet Russie-Afrique. Cela sera le deuxième. J'espère deuxième sommet de Russie-Afrique. Le premier était en 2019. Votre président, M. Soumani Azali, a visité la Russie, rencontré M. le Poutine, juste pour quelques minutes, mais c'est toujours quelque chose. Il y avait tous les dirigeants d'Afrique, mais donc cette année nous allons avoir un nouveau sommet. Pas cette année, l'année prochaine. Et nous espérons que si le gouvernement comorien va y participer, et cela donner un nouveau élan à notre coopération bilatérale. C'est ce que, donc, comme nous avons aujourd'hui donc les étudiants, les comoriens jeunes, je crois que autre question qui peut vous intéresser, c'est l'enseignement supérieur en Russie. Effectivement, la Russie octroie cette année 20 bourses d'études pour faire les études en Russie. Donc, comme cela, les citoyens comoriens, les citoyens comoriens choisis par les deux parties, comoriens avec la Russe, donc ils pourront faire licence, master ou PhD, donc études de doctorat en Russie. Mais c'est toujours à voir avec le gouvernement commun parce que ici vous êtes à Madagascar, mais donc la décision est prise par deux côtés, par côté comorien et côté russe, si ça vous intéresse. Et en général, donc j'aimerais dire que ici vous avez le contact, c'est Facebook, Twitter. Vous pouvez toujours contacter nous par email ou par page Facebook. Plutôt, c'est mieux pour email si vous avez quelques questions, si vous avez donc besoin d'informations sur quelques sujets. Nous sommes toujours prêts de fournir toute l'information nécessaire qui concerne la coopération donc bilatérale dans les domaines qui vous intéressent, scientifique, commercial, tourisme, je ne sais pas. Donc nous sommes toujours disponibles là. Et parfois nous recevons aussi des questions à propos de comment
on peut étudier la langue russe. Ici à Madagascar, nous sommes vraiment heureux parce que à Madagascar, donc la langue russe est enseignée à l'université d'Antananarivo. Donc on peut faire licence et devenir spécialiste de lettres russes, donc philologie, c'est ça le profession, les faire licence ou master dans ce domaine pour que après vous pouvez enseigner la langue russe aux autres. Aussi, donc langue russe ici à Madagascar enseignée dans quelques lycées, mais nous sommes très heureux car l'année dernière, le centre Rustimir a commencé à faire les cours de la langue russe à grand public. Donc si vous êtes intéressé de l'étudier, il y a leur page Facebook, donc ils l'ont fait vraiment abordable. Et donc récemment, ils ont lancé même les cours en ligne. Donc peut-être si quelqu'un de vos amis de Comores est intéressé, cela peut être le cas donc, où ils peuvent apprendre la langue russe étant en Comores, mais donc c'est toujours disponible. C'est peut-être tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt. Je vois que donc, pendant toute ma intervention, tout le monde de mon côté, donc ça me plaît beaucoup. Merci. Donc nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous remercions l'ambassadrice de leur intervention, de vous, représentants de l'ambassade. D'abord, je voudrais recadrer quelque chose pour ce qui était dit. Comme nous l'avons entendu, nous étant pas partisans, mais surtout observateurs de beaucoup plus l'information occidentale, nous n'avons que la dernière partie de tous les événements. Alors qu'il y a eu tout un début, donc l'intervention russe était d'abord pour protéger des personnes ou bien une population russe qui était en Ukraine. Il y avait aussi des provocations des États-Unis qui étaient une sorte de réponse pour ces provocations-là. Il y avait aussi cette force ou bien cette volonté des États-Unis à vouloir changer la partie économique, commerce et tout ça, qui voulait essayer de dévier cette voie de la Russie vers les États-Unis. Donc, il y a tout un tas d'informations que nous n'avions pas, ou bien que nous n'avons pas eu au début. Et aujourd'hui, j'espère que nous avons eu ces informations-là. Et comme convenu ou comme prévu, nous avions prévu qu'après l'intervention de nos représentants, nous allons prendre quelques minutes, même si on n'a pas assez de temps, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire après, mais nous allons prendre au moins 5 à 10 minutes pour 2-3 questions qui pourront résumer tout ce qui, normalement, tout le monde peut demander comme question. Donc, nous allons, si possible, bien sûr, demander 3 intervenants qui pourront carrément cibler toute l'intervention. Donc je vois 3 mains levées, je les prends les 3 premières mains levées et c'est avec ces 3 mains-là qu'on va intervenir et après nous pouvons passer sur la suite de l'événement vu qu'on a assez de choses et peu de temps. Donc nous voudrions avoir le micro sans fil. Vous donnez d'abord à M. Marshall, puis à M. Nézif, puis à M. Navir, puis à doyen Abdoumbaye, et là ce sont les 4 interventions qui vont être intervenues. Si encore du temps, on peut peut-être intervenir un peu plus, mais ça dépendra encore de comment se passera ces 4 interventions-là. Et chacun doit résumer son intervention parce qu'on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup. Bonjour madame. En fait, j'ai 2 questions. La première, j'aimerais vous pensez pas que le non-respect des accords de Budapest, si je ne dis pas de petit, je crois, ont été signés le 5 décembre 1994 entre la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, comme quoi la Russie va respecter
l'intégralité territoriale de l'Ukraine. En contrepartie, l'Ukraine va cesser son activité nucléaire. Et on a vu en 2014 que la Russie a envahi l'Ukraine et a vite annexé la Crimée. Et récemment, le Donbass, la région de Kherson, je sais pas, en fait, les 4 régions là, vous ne pensez pas que cela est aujourd'hui, en fait, cela est l'origine de problèmes que vit le monde actuellement? Et cela, vous ne pensez pas aussi que cela a poussé d'autres pays à vouloir choisir le camp pour leur sécurité? On a vu la Suède et la Suède et la Finlande déclarant vouloir intégrer l'OTAN pour leur protection. Et la deuxième question, on a vu j'ai vu le mardi dernier du Burkina Faso qui a été opéré par le capitaine Traoré. Qu'avez-vous à répondre à cela? Merci. Donc, il y avait plusieurs questions dans vos questions, je crois. Je ne sais pas si j'ai compris bien toutes les choses que vous avez dites, mais je veux revenir à quelques points que vous avez évoqués, surtout sur les armes nucléaires. Donc, après l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait des accords que les armes nucléaires appartiennent maintenant seulement en Russie, parce que la Russie fait les pas nécessaires pour vraiment garder cette sécurité nucléaire. Il prend les engagements pour que les armes sont donc gardées, ne sont pas utilisées à chaque fois que quelqu'un a envie. Donc il y a vraiment aussi une stratégie pour l'utilisation pas stratégie, mais surtout conception, où la Russie peut utiliser armes nucléaires. C'est au cas où il y a menace à une existence de Russie complète. Donc c'est ça la question. Et les autres pays, donc c'est un engagement international qu'ils ne élaborent pas, qu'ils ne confectionnent pas les armes nucléaires. C'est ça le droit international sur le sujet. Vous avez aussi évoqué adhésion de Crimée à Russie en 2014. Il faut dire que il y avait un référendum et c'était les gens de cette région qui ont voté pour joindre la Russie. Aussi, effectivement, à l'époque, il y avait une base militaire russe là-bas. C'était base marin, mais pas base de terre. Et quelqu'un, je vu quelques politologues qui dit l'Ukraine dit que Russie a occupé la Crimée. Mais voyons cette situation de l'autre côté. Est-ce qu'il y a milliers de personnes qui parlent de Crimée pour rejoindre l'Ukraine, pour rejoindre l'Europe, comme ça se passe au Moyen-Orient? Parce que dans quelques régions du Moyen-Orient où il y a conflit vraiment, où les terres ont été occupées par terroristes, par les forces qui font du mal aux populations, les gens parlent de ces terres, parlent de sa patrie pour l'autre pays. Et la population de Crimée, c'est bien là. Donc, peut-être quelqu'un n'était pas d'accord, il est parti, mais il n'y a pas d'afflux des milliers de personnes qui sont parties de Crimée, l'autre coin du monde. Donc, l'Occident tente de faire doute sur l'éligibilité de ce référendum, mais c'est la population qui montre qu'ils vraiment veulent faire partie de la Russie. Ils veulent être avec la Russie. Et donc, votre seconde question, je crois que ça plus longtemps, je n'ai pas compris bien peut-être, mais les menaces pour la Russie est celle-ci que l'Ukraine considère le territoire de Crimée comme c'est, donc contre de lui. Et si notre service de renseignement a obtenu l'information que vraiment le parti ukrainien a préparé les actions militaires dans Donbass et dans Crimée parce qu'ils considèrent Crimée comme propre. Ce qu'ils peuvent faire pour le Donbass, ils peuvent faire pour la Crimée. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, c'était hier, qu'on a bombardé, il y avait l'explosion de camions sur le pont de Crimée, et bien sûr,
maintenant on fait les investigations, mais ça semble d'être acte de terrorisme de la part d'Ukrainiens. Parce qu'ils ont dit que donc, quelques jours vous allez perdre ce point si donc, vous ne cessez pas de menir l'opération militaire. Moi, je vous remercie beaucoup de votre remarque parce que je vois que vous êtes une personne qui sait beaucoup de choses. Ça me plaît beaucoup parce que c'est-à-dire que vous lisez différentes sources d'informations, vous tirez vos propres conclusions, vous avez quelques questions bien sûr, et donc parfois, même en Internet, il y a différents points de vue, et donc c'est pour ça qu'il faut connaître plus d'informations pour tirer les conclusions qui vous semblent logiques. Oui, moi j'expliquais comment nous voyons les points que vous avez évoqués. Merci. Merci pour votre intervention. Je vais essayer d'être un peu plus bref. Mon intervention sera plutôt sur l'avenir de la Russie et le reste du monde. Récemment, particulièrement lors du sommet ou de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Occident, ou du moins les États-Unis, ont fait beaucoup de pression aux pays qui n'étaient pas vraiment alignés à sanctionner ou à valider les sanctions contre la Russie. Et comme tout le monde le sait, beaucoup de pays, notamment les pays africains, n'ont pas validé, en fait, n'ont pas sanctionné la Russie, mais ils ont préféré garder leur neutralité. Et suite à cela, les Américains en fait, ont pris une initiative de mettre en place un programme d'étaler leur influence en Afrique. Du coup, je voulais savoir quelle est la position de la Russie face à cette initiative, face à l'influence de l'Amérique aux pays non alignés. Voilà. Merci. Merci de votre question. Oui, c'est vraiment donc, un sujet important et j'ai essayé de l'évoquer plus ou moins pendant mon intervention. Oui, effectivement, ce que nous faisons face aujourd'hui, c'est incompréhensible parce que tous les États du monde, soit Comores, soit Madagascar, soit Russie, soit les États-Unis, nous sommes les pays indépendants et nous sommes les pays souverains qui peuvent prendre les décisions sans demander à l'autre ce que leur pays doit faire. Et c'est ça le cas. Malheureusement, les Occidentaux ont fait ces tentatives de faire suivre les autres pays de sa ligne de politique en utilisant donc l'influence économique, politique, personnelle, parfois parce que notre ministre, notre porte-parole russe, après un vote donc à l'Assemblée générale, a dit que vraiment les représentants de quelques pays dans le couloir, après les votes, ont dit que donc moi par exemple j'ai un compte bancaire aux États-Unis, j'ai un fils ou un fils qui fait des études ici, donc j'ai été pressionnée de voter en faveur de la position américaine parce que moi personnellement j'ai peur que donc quelque chose va parvenir si je ne fais pas ce que m'a demandé. Donc c'est vraiment un problème. Je ne peux pas donner peut-être les conseils comme diplomate, comme personne, à ceux qui doivent faire les gouvernements des pays en développement qui sont vraiment dépendants donc, de différentes circonstances. Je ne suis pas donc président de quelques pays pour donner donc voix de mon gouvernement ici, mais donc la ligne que M. Poutine donc, souligne toujours, c'est que les pays, donc il n'importe soit vous êtes Madagascar, petite Madagascar, soit vous êtes Comores, chaque pays a son droit, à sa souveraineté d'exprimer son point de vue, de faire la politique qu'il veut, et personne ne va pas quitter ce droit du pays. Donc la ligne que Russie maintenant veut faire plus claire dans tout le monde, c'est que personne ne peut pas dicter les règles du jeu. Chaque pays a souverain, chaque pays va faire tout ce qu'il considère nécessaire. Et c'est ça donc le motif que nous devrions comprendre tous. Moi, je crois que vous comprenez ça aussi.
Mais quelque part, c'est à chaque gouvernement de voir comment ils voient les situations et comment ils peuvent agir dans cette situation. Donc, nous sommes et nous invitent, comme Russie, M. Poutine invite tous les pays du monde de ne pas avoir de peur, donc être courageux et agir au bénéfice des peuples de ces pays. Parce que je veux aujourd'hui expliquer que maintenant, européennes n'agissent pas au bénéfice de son peuple, mais au bénéfice du peuple américain, je ne sais pas. Et vraiment, le but du gouvernement, agir au bénéfice de son peuple. Et c'est ça que est possible si le pays mène une politique indépendante, politique qui bénéficie son peuple. Si. Bonjour madame. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que nous aussi nous sommes venus d'un pays qui est envers une guerre cachée parce que nous avons une de nos îles qui est occupée par la France, dont on a perdu beaucoup de gens qui sont morts dans le bras marin entre l'île Anjouanaise et Mayotte. Donc j'aimerais tout d'abord rendre hommage à ces gens. Et mon intervention, j'aimerais tout simplement savoir, est-ce que, parce que moi je pense que c'est une question de finance mondialiste, parce que après l'effondrement de l'URSS, il y a les États-Unis qui ont pu instaurer leur propre dollar comme monnaie gendarme du monde, et ils ont pu contrôler tout et n'importe quoi, le FMI, la Banque mondiale et toutes les institutions. Et là, aujourd'hui, un pays comme la Russie, qui est plus fort et très riche, surtout en énergie, pétrole et gaz, est-ce que ce n'est pas une sorte d'opportunité pour la Russie de participer à ce genre d'opérations militaires pour pouvoir imposer aussi sa façon de voir les choses? Parce qu'on peut voir un peu qu'après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis ont pu tout dominer. On dirait que la Russie a attendu toujours un moyen de pouvoir aussi dire son mot, parce qu'elle a aussi ses moyens. Sinon, comment ça se fait que la Russie, un pays très puissant et surtout en renseignement, et qui est fort en armement, a pu ne pas voir l'explosion de ces gazoducs, le pont de Crimée, tous ces genres d'infrastructures. Est-ce qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas une manière d'accumuler surtout plus d'informations et des raisons pour essayer de valider l'opération militaire? Merci beaucoup, une question vraiment très intéressante. Particulièrement, en partie, j'ai déjà évoqué que l'opération militaire est menée pour, je dirais, empêcher l'Ukraine de joindre l'OTAN. Bien sûr, je ne dirais pas que c'est une grande pas pour établir son ordre. Je viens de dire que nous sommes en faveur de que chaque pays détermine soi-même quelles soient ses relations internationales. Donc nous n'avons pas envie d'influencer personne. Nous voudrions que personne prenne ses propres décisions, fait ses amis ou ses ennemis. Et donc vraiment fait la politique qui bénéficie le peuple de ce pays. Aussi, bien sûr, l'opération militaire, c'est une réponse plutôt à non-envie de l'OTAN de parvenir aux accords donc sur la paix. Parce que j'ai aussi évoqué que nous avons proposé le projet d'accord avec l'Ukraine. Partie de ce projet de paix était que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, mais donc ça a été pas rejeté. Nous vraiment fait tous les efforts donc de parvenir à paix. Je suis une amie, une collègue qui travaille dans une délégation russe au sein de l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe. Et elle dit que donc cette époque, en décembre, on a déjà dit que Russie, vous êtes agresseur, nous ne voudrions pas parvenir à quelques accords avec vous. Quelle impression? Donc c'était décembre, personne n'a commencé, n'a fait rien. Donc il n'y avait aucune opération militaire. Donc comment nous devons réagir au moment où nous appelons agresseurs sans aucune raison? Donc à ce sens, on peut considérer que nous avons commencé l'opération militaire en Ukraine pour démilitariser l'Ukraine parce que
l'Ukraine a été pompiée par les armes de l'OTAN pendant ces 8 ans, c'était milliards de dollars. Mais vous voyez comment aujourd'hui ça continue. Donc, billions de dollars sont employés par les États-Unis. Les armes lourdes sont donc envoyées là-bas. Et je dis donc qu'ils ne sont seulement pas utilisés contre les cibles russes et militaires, mais aussi contre la population. Et une chose à considérer aussi, que le fait que l'État fournit les armes, pas l'État, l'OTAN fournit les armes, et les États-Unis soi-même donc fournit les armes, d'après le droit international, ils ne peuvent pas être appelés pays neutres. Donc vraiment aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Russie fait face à l'OTAN, donc OTAN de fait et de facto, et donc aussi acteur dans cette crise, dans cette opération militaire, parce qu'il fournit des armes. Et le droit international dit que le pays qui fournit les armes ne peut pas être considéré comme neutre. Donc aujourd'hui, vraiment, nous faisons face, donc pas du tout à l'Ukraine, on peut dire, mais à l'OTAN, parce que l'Ukraine utilise 270 satellites de l'OTAN. Donc, nous avons vu maintenant, il n'y a pas. Donc, Ukraine, pas du tout pays très grand, c'est plutôt comme Madagascar, ou je ne sais pas. Donc, avec cette quantité de satellites, on peut voir chaque arbre dans l'Ukraine. Et on peut dire que nous faisons face à l'OTAN par l'Ukraine dans ce territoire. Et notre ambiguïté, donc, de parvenir à un accord sur la condition de paix, sur la condition de sécurité européenne, parce que c'est un des principes fondamentaux de l'Organisation pour sécurité et coopération en Europe, que chaque État ne peut pas donc renforcer sa sécurité en diminuant les sécurités d'autres. Et c'est ça que fait l'Ukraine avec l'aide de l'OTAN. Donc nous avons fait tout nos possible pour ne commencer par les actions militaires. Mais tous les demandes ont été rejetées. Et cela veut dire que vraiment l'Occident tente de faire taire la Russie, donc de la faire... il ne le considère comme égal, mais comme j'ai déjà dit, tous les pays sont égaux du monde. Si Russie n'est pas considérée comme un pays égal, qu'est-ce qui va se passer pour les autres pays qui sont en développement? Et c'est ça qui nous préoccupe beaucoup. C'est ça que nous devons faire face aujourd'hui pour que dans 5 ans, dans 10 ans, cela ne soit donc toujours pire. Bonjour à tous. D'abord, je dois me présenter. Je m'appelle Ezekiel Ibrahim, je suis journaliste, diplômé en droit international. Vous allez revoir votre coopération avec l'Europe, alors qu'il était parmi les principaux partenaires économiques par rapport à ce que vous les fournissiez, par rapport au fait que vous les fournissiez de l'énergie. Vous avez dit que vous allez avoir votre partenariat avec l'Europe. Peut-être que vous allez le rediriger dans des pays où vous pouvez trouver de l'amitié, sinon de l'alliance. Surtout pour des pays comme le nôtre, les Comores. Nous sommes un pays fragile, un pays en voie de développement, comme la plupart des pays qui sont en Afrique. Comment vous allez vous y prendre pour que ce nouveau partenariat soit bénéfique pour nous et pour vous, sachant aussi que les pays africains sont des pays qui sont maintenant qui ont des ressources comme la Russie, qui espèrent les vendre un jour pour pouvoir se développer. N'est-ce pas une manière à aussi, entre guillemets, entrer dans une concurrence avec ces pays-là qui ont des ressources comme vous et qui espèrent pouvoir les vendre? C'est dans cette optique-là que je pose ma question. Sur le partenariat que vous allez aborder avec les pays africains en voie de développement, comme les Comores. Merci.
Donc, si j'ai bien compris la question, c'est plutôt comment nous allons coopérer plus étroitement avec Comores, c'est ça? Comment aider dans le domaine de l'énergie, etc. En fait, donc, nous sommes toujours ouverts pour dialogue et nous sommes toujours ouverts pour aider. Et tous les demandes comme ça, donc, ils doivent surtout parvenir du part du gouvernement comorien. Je peux lui dire que l'année dernière, je crois, il y avait 2-3 étudiants comoriens qui sont partis pour la Russie pour faire licence dans le domaine gas and oil. Donc, j'espère qu'un jour, ils vont vraiment être gérants aux Comores dans les extractions de pétrolier, gazier que vous avez. Bien sûr, aussi a une grande expérience dans le domaine d'extraction de gaz, de pétrole. Et nous sommes toujours disponibles pour parler de coopération possible, mais ça doit venir, donc malheureusement pas de vous ou de moi, mais par les personnes qui prennent les décisions. C'est une chose aussi, je crois que donc nous déjà le faisons et nous allons le faire plus que donc partenariat économique, cela va ser plus fort dans les années à venir avec les autres pays parce que ça prend du temps pour donc établir nos logistiques, trouver des partenaires, modifier les volumes de production. Oui. Donc est-ce que j'ai réussi à répondre à vos questions ou pas? Parce que vous avez évoqué plusieurs choses. Donc, c'est ça peut-être. Comme nous venons de le dire, il nous manque du temps. Donc, nous allons arrêter les questions tout de suite. Toutefois, nous avons les canaux de communication de l'ambassade. Donc, s'il y a une question ou une intervention, nous pouvons toujours les poser par leur canaux. J'invite déjà les représentants de la faculté de médecine de se préparer parce qu'ils vont intervenir tout de suite pour leur projet et après nous allions directement après ça en pause et après on reprend après. Mais avant de les inviter à venir, nous allons donner un dernier mot aux représentants de l'ambassadrice, le temps que ceux de l'association de RECMA se préparent et nous donnons ce mot de fin de leur intervention aux intervenants représentants russes. Merci. Vous avez quelques petites minutes à dire un dernier mot avant de quitter les scènes. Merci beaucoup de vos questions. Je vois que vous êtes spécialiste, vraiment bon spécialiste, donc vous connaissez beaucoup de faits de la politique russe, politique mondiale. Le dernier monsieur qui est journaliste est peut-être mieux préparé que moi, parce que moi je suis seulement spécialiste de droit international, mais il est aussi journaliste. Donc